Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vendredi 27 janvier, mesdames, messieurs, merci de suivre le Grand Dialogue. Une nouvelle force tripartite de lutte contre le terrorisme a vu le jour. Sera-t-elle efficace? Nous en discuterons dans ce Grand Dialogue. Également au menu Aguelok, 5 ans après, l'enquête avance-t-elle? Depuis l'attentat de Gao, le pays connaît une recrudescence de la violence. Nous en discuterons. Et le Mali est éliminé de la CAN Gabon 2017. Nous en parlerons également avec nos invités qui sont Lanfia Sinaba de l'Éveil Hebdo, Mbaye Koulibaly, il est le secrétaire général du syndicat des journalistes reporter du Mali, Abdoulaye Guindo du Procès Verbal. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali créent une force pour lutter contre les djihadistes à leurs frontières. Il a été décidé mardi dernier à Niamey de mettre sur pied un dispositif militaire pour lutter contre l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma, à cheval sur ces 3 frontières. Mbaye Koulibaly, est-ce une bonne chose, surtout quand on voit l'exemple du Niger, du Nigeria et du Tchad, du Tchad plus le Cameroun, qui combattent depuis 2015 le groupe islamiste Boko Haram à travers une force similaire? Merci, merci aux auditeurs de Studio Tamani. Je profite pour dire bonne et heureuse année à tout le monde parce que c'est la première fois que je passe depuis le début de l'année. Effectivement, c'est une bonne chose de créer une force maintenant. Aujourd'hui, c'est un impératif quand on voit l'évolution des choses parce que les crimes sont tels qu'il faut qu'obligatoirement les États se mettent ensemble. Mais là n'est pas le problème. Moi, je l'ai souvent dit, la force du terrorisme réside souvent dans l'incapacité des États à coordonner leur sécurité. Comme vous l'avez si bien dit, on a vu le cas, par exemple, du Tchad, du Cameroun et puis du Nigeria, qui quand même, bien que ça a quand même eu apporté des fruits, a longtemps traîné parce que le dispositif a mis du temps avant de se mettre en place. Parce qu'il y a d'abord un problème d'hommes qui se pose, ensuite il y a un problème matériel. Parce que ces genres d'organisations, quand on les met en place, généralement, on ne respire pas beaucoup au modèle de financement. Alors que c'est ça, parce que quand on n'a pas de l'argent, comme on le dit, l'argent, la guerre, c'est de l'argent aussi. Et quand préalablement, on ne réfléchit pas au modèle de financement préalable, ça pose toujours des problèmes. Et moi, je crains qu'avec cette organisation qui vient d'être créée au niveau de ces 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qu'on ne soit confronté au même problème, le problème de financement et le problème des zones. Parce que si on ne réfléchit pas, tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème, je crois que ça ne marchera pas. Alors, Abdoulaye Guindo, du Procès Verbal, on a vu qu'il y avait des choses en gestation. Le Mali a essayé de protéger ses frontières avec le Niger à un moment donné. Finalement, est-ce que cette force tripartite va avoir un impact réel sur le terrain? Bon, merci pour votre question. Je dirais que cette force a été beaucoup sollicité, demandé, souhaité par l'ancien président Mamadou Toumani Touré, qui avait dit à son temps qu'un seul pays ne pouvait pas sécuriser ses frontières. À l'époque, il avait d'ailleurs demandé à l'Algérie et à la Mauritanie de s'impliquer. La bande sahélienne est tellement vaste qu'un seul pays n'est pas capable de sécuriser cette longue frontière. Maintenant, aujourd'hui que 3 pays acceptent d'aller vers la sécurisation commune de cette frontière, c'est une bonne chose. Maintenant, comme Mbaye l'a dit, la difficulté, c'est le côté financier. On a toujours vu ici qu'en Afrique, lorsque des idées sont mises en place, l'accompagnement financier tarde à venir. Maintenant, comme Mbaye l'a dit, en mettant la force en place, je suis bien sûr qu'ils ont pensé au mode de financement. Mais il se trouve après que les pays donateurs mettent du temps à mettre l'argent à la poche. Donc j'ai peur que cette force,
mettent du temps à se mettre en place. Finalement, on a très peu d'informations sur comment le tout va s'organiser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura cette force tripartite-là qui va se mettre en place. C'est une décision politique à saluer. Comme Baye l'a dit, peut-être qu'ils n'ont pas fini d'élaborer tous les documents qui mettent en place cette force. Voilà pourquoi il y a peu d'informations autour. Mais le fait de décider d'aller vers cette force commune, c'est déjà une avancée dans la lutte contre l'insécurité dans notre bande sahélienne. Alors, Lamphia Sinaba de l'Éveil Hebdo, dites-moi, comment vous voyez cette force? Est-ce que ce sera une force d'échange de renseignements? Est-ce que ce sera une force opérationnelle sur le terrain? Sous quelle forme, en fait, que vous la voyez-vous? Bon, cette force-là, je voudrais parler d'abord du cas du bassin du lac Tchad, là où il y a une force multinationale composée du Tchad, du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'interviewer le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Moussa Faki, au cours de cette interview exclusive. Il était très fier de la mise en place de cette force multinationale, même s'il reconnaît qu'à ce niveau, il y a quelques difficultés. C'est vrai, il y a jusqu'à présent des poches de résistance qui agissent, des éléments qui agissent par des attaques asymétriques. Donc je pense que c'est, comme il l'a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est une expérience qui mérite d'être tentée ailleurs. Et si au niveau du Mali, du Niger et au sein du Burkina, si on tentait l'expérience, je pense que ce serait une très bonne chose. Mais là où je suis un tout petit peu sur ma faim, c'est qu'avant la mise en place de cette force tripartite, il faut reconnaître qu'il y a toujours le G5 Sahel. Je pense qu'on doit aussi tirer les enseignements par rapport à ce G5 Sahel. Qu'est-ce qui a fait que les résultats escomptés n'est pas encore atteint? Justement, avant d'en venir au G5, est-ce que des pays comme l'Algérie ou la Mauritanie, qui sont quelque part, une partie de leur pays, sont des refuges pour ces gens-là et qui font frontière aussi avec la Libye, est-ce qu'il ne fallait pas rajouter ces deux pays, avoir une espèce de G5 encore dans le G5? Dans le G5, justement, je pense qu'à ce niveau, il faut surtout mettre l'accent sur la complémentarité au niveau du renseignement. Vous avez tantôt parlé comment elle va se déployer, cette force. Je pense qu'elle doit être à l'image même de la force multinationale, c'est-à-dire que ces efforts soient multiformes et multisectoriels. C'est-à-dire qu'au-delà des échanges de renseignements, que ces forces-là parviennent également à évoluer ensemble sur le terrain. Je pense que ça aussi, c'est une possibilité. Alors, Mbaye Coulibaly, est-ce qu'il fallait attendre que la situation arrive jusqu'ici pour penser à des rouages comme ça? Est-ce qu'il ne fallait pas en amont créer déjà des forces interpays qui allaient être dédiées à la lutte contre le terrorisme, surtout qu'on sait que c'est un problème qui a commencé à s'installer il y a plus de 10 ans dans le Sahel? Bien sûr, parce que en fait, tout le monde n'avait pas la même lecture de cette situation. Il a dit, le président Amadou Touré quand même avait une bonne vision de ça, quand il appelait à chaque fois les pays ce qu'il appelait les pays du champ à se regrouper pour créer une force afin de faire face. Je crois que tout le monde n'avait pas la lecture de cette situation. Mais aujourd'hui, au vu de l'ampleur du phénomène, vous avez vu, il y a eu un attentat à Bamako, il y en a eu à Ouagadougou, il y en a eu au Niger. Donc maintenant, les États sont mobilisés parce que c'est leur sécurité qui est menacée. S'ils ne se mettent pas ensemble, ils savent qu'individuellement, ils ne peuvent pas. Donc obligatoirement, il faut que les États se mettent en place. Mais vraiment, il faut définir les mécanismes, surtout les mécanismes de financement. Moi, je pense que si quand même l'organisation qui vient d'être créée, si encore on attendait les bailleurs de fonds venir créer venir financer cette organisation pour qu'elle fonctionne, je crois qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Merci. Alors, dites-moi, monsieur Guindo, cette force multi-pays, justement, vient dans un contexte assez particulier au Mali, où il y a une recrudescence de la violence, avec cet attentat à Gao qui a fait plus de 60 morts, la MINUSMA qui est issue des tirs d'Obia à Guelok, l'armée malienne qui est attaquée également dans certaines localités, mais également le maire de Boni, par exemple, qui est assassiné. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que tout ce qui arrive dans le pays maintenant, il y a une recrudescence de la violence? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement expliquer cela? Bon, la seule explication que je donne à cette recrudescence, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est les terroristes qui contrôlent
l'ensemble, une partie du territoire. Est-ce qu'il n'y a que des terroristes? Parce qu'ils arrivent, et les ennemis de la paix. Dans la zone, on a aussi des narcotrafiquants, on a le banditisme organisé aujourd'hui. C'est tout cela qui sont à la base de ces attaques. Maintenant, ce que je ne comprends pas, certaines attaques pourraient être déjouées si chaque force présente sur le terrain jouait réellement son rôle. La force onusienne est là, elle a plus de moyens que l'armée malienne. La force Barkhane est là, qui a plus de moyens. C'est vrai, avec le terrorisme, on ne peut pas tout voir venir, mais il y a certaines attaques qu'on pouvait déjouer si les forces sur le terrain jouaient sincèrement leur rôle. Donc, l'appel que je lance aujourd'hui, il est temps que chaque force sur le terrain soit sincère avec le Mali, que chacun joue son rôle. Comme la FIAN l'a dit, il faut que dans ce niveau, s'il y ait une coordination dans le renseignement, il faut qu'il y ait une coordination dans cette lutte pour qu'on puisse minimiser les attaques. Alors, l'Amphia Sinaba de l'éveil hebdo, finalement, à qui profiterait ce genre d'attaque? Est-ce que c'est seulement les djihadistes ou il y a par exemple des narcotrafiquants qui sont aussi là, qui ne veulent pas qu'il y ait une zone stable? Bon, je me méfie de ce mot-là très souvent, le mot djihadiste. J'ai dit il y a un problème de sémantique. Le contexte ne s'y prête pas, à mon avis. Et le fait de les appeler comme tels est en soi une reconnaissance des efforts, des actes qu'ils posent. On doit les appeler purement et simplement des terroristes, même si je comprends certains confrères occidentaux qui, conformément à leur charte, se méfient du terme terroriste. À la limite, ils parlent d'appartenance à un réseau terroriste. Je les comprends, mais je pense que dans ce cas précis, on ne doit pas lésiner, on ne doit pas hésiter. C'est des terroristes. Ils n'ont rien à voir avec le djihad en tant que tel. Lorsqu'on regarde même le sens étymologique du mot en arabe, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Ceci dit, par rapport à votre question, il faut reconnaître que cette situation de confusion, elle plaît à certains. Ils tirent profit. Ils ne souhaitent même pas qu'on sorte de cette situation. Et on parle de qui, notamment? Il y a par exemple les narcotrafiquants et ils souhaitent qu'il y ait toujours cette situation d'incertitude, d'insécurité pour pouvoir profiter de certains canaux afin de pouvoir véhiculer. Et à cela, il faut reconnaître qu'en allant à Alger, tout le monde aussi n'était pas d'avis favorable. Maintenant, est-ce que ceux-là sont toujours dans cette disposition de ne pas aller à la paix? La question, elle est là. C'est des éléments qu'il ne faudrait pas minimiser à mon avis. Donc il ne faudrait pas focaliser uniquement sur les terroristes. Il y a les narcotrafiquants, mais il y a aussi, vous savez que vous avez dit tantôt, le banditisme organisé. Il y en a aussi qui profitent de ces situations-là. En temps de crise, on pense que s'il y a une attaque sans chercher à comprendre, souvent on l'attribue à des terroristes. Mais il y en a aussi qui profitent de ce banditisme organisé, qui profitent de quelques occasions pour pouvoir faire des rapts. Alors, Mbaye Coulibaly, on a vu aujourd'hui que la force Barkhane a arrêté 4 suspects à Gao, des suspects qui ne sont pas forcément liés à cet attentat d'ailleurs de Gao, mais qui sont quand même des suspects sur lesquels on a retrouvé de nombreuses armes. Bon, les suspects, on en arrête pratiquement quotidiennement tous les jours et on en libère aussi quotidiennement tous les jours. Donc ça veut dire que c'est quand même des efforts louables que Barkhane fait dans cette partie, mais ce qui nous manque souvent, c'est le renseignement. Parce que la lutte contre le terrorisme est basée sur 2 étapes, la prévention et la riposte. La prévention, faire en sorte que les attaques n'aient pas lieu, et quand les attaques ont lieu, comment répondre rapidement à ce... Et je pense que souvent, moi, je ne suis pas tellement satisfait de la coordination des forces en présence dans cette partie du Mali, parce que comment les attaques sont si fréquentes dans les zones les plus occupées par des militaires, par des hommes armés? Justement, parce que souvent vous trouverez que c'est des gens qui sont à pied, qui n'utilisent pas forcément des moyens motrices, qui sont à pied, soit ils sont à chameau. Donc, bon, on les arrête et il est très très difficile de se convaincre vraiment que c'est un terroriste. Souvent, tu vois. Donc, franchement, c'est compliqué parce qu'on voit chaque fois que Barkhane arrête, il y a plusieurs. Par exemple, au Mali, tout récemment, il y a une trentaine de gars qui ont été libérés ici, qui avaient été arrêtés
et accusés de terrorisme qui ont été arrêtés parce que tout simplement on n'a pas de preuves contre eux. Je crois que c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le renseignement n'y est pas, on n'est pas au top du renseignement pour vraiment avoir les preuves réelles sur ces gens qu'on arrête. Moi, je suis de ceux-là. Lamfia Sinaba. Oui, très souvent, c'est très rare. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais très rarement je suis critique à l'endroit de nos militaires et des forces étrangères amies qui sont venues nous aider. Mais à ce niveau, je pense qu'il doit avoir plus de rigueur. Et récemment, j'ai lisé un confrère, l'Indépendant, qui parlait de couvertes d'obis dans un magasin et dans un marché à Gaoville. Je me demande comment ces obus ont pu jouer le degré de sécurité, les éléments, les matériels qu'ils ont, comment ces obus-là ont pu franchir les portes, toutes ces portes d'entrée de la ville pour se retrouver dans Gaoville et dans le marché Washington. Donc quelque part, je me dis qu'on doit être beaucoup plus vigilant et être beaucoup plus rigoureux aussi sur les techniques de contrôle, à mon avis. À ce niveau, c'est regrettable, mais il faut le dire, quelque part, il y a une légèreté qui est là. Maintenant, ça incombe à qui? C'est les forces de sécurité maliennes, c'est les forces de sécurité étrangères. Vraiment, en tout cas, la question est là aujourd'hui. Comment se fait-il que ces obus-là ont pu se retrouver dans Gaoville et dans un magasin, dans un marché? Et ce marché-là, ce magasin appartient à qui? On parle de Baba Ould, le maire de Tarkine. Cet homme, on le sait, il a été toujours lié à des axes, des affaires qui ne sont pas très nettes. Il a été interpellé, arrêté, libéré, je ne sais pas dans quelles circonstances. Et voilà, aujourd'hui, c'est des obus. Et c'est là où je me dis que c'est encore plus inquiétant. Parce que s'il y a une quelconque, comment dirais-je, connexion ou encore une quelconque complicité, ceux-là qui sont complices, ils doivent se dire que quelque part, leur vie est aussi en danger. Parce que ces obus qui sont là-bas, tôt ou tard, ça sera utilisé. Donc, quelque part, il faudrait aussi qu'il y ait cette prise de conscience, à mon avis, qui est très nécessaire. Merci Lamfia Sinaba. Prenons quelques secondes de pause et nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. Un autre sujet à présent. Il y a 5 ans, le capitaine Sékou Traoré Dibat perdait la vie avec plusieurs de ses hommes. Une source française parle de 82 morts à Aguelok le 24 janvier 2012, tandis que l'AMDH affirme qu'il y a eu des exécutions sommaires sur 153 militaires du camp d'Aguelok, égorgés ou tués d'une balle dans la tête. Alors, l'enquête avance très lentement, hein, Mbaye Koulibaly. Quelle est votre réaction 5 ans après? C'est la déception. C'est la déception au regard de ce qui a été fait. Moi, mais je me demande, même s'il y a une enquête. Il y a une enquête en cours. Hein. Le Mali a saisi à l'époque la CPI qui a diligenté une enquête qui se poursuit. Mais ils ont souligné la difficulté justement d'enquêter dans cette zone encore instable du pays. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête. Parce que si vous n'assistez pas à une zone, ou que vous n'assistez pas aux zones autoritaires, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête. Donc c'est franchement regrettable. Il faut changer. Parce que ces gens, ils ne doivent pas mourir pour rien. Donc aujourd'hui, l'État malien doit prendre ses responsabilités, aussi bien que les organisations internationales de justice, pour qu'au moins ceux qui ont été tués, que justice soit rendue. Ils sont morts pour le pays dans des circonstances assez atroces et injustifiables. Donc franchement, la justice doit être faite. Alors, Abdoulaye Guindo du procès verbal, hein, la CPI, est-ce que la CPI est en mesure d'enquêter de manière efficace sur ce terrain-là qui n'est toujours pas sécurisé, hein? La CPI qui a ouvert un dossier qui a quelque peu avancé. La CPI ne peut pas et ne pourra pas le faire, elle l'a dit. J'ai eu la chance cette année de participer à l'Assemblée générale des États partis. Le dossier Mali est venu sur la table. Comme Baye l'a dit, pour enquêter, il faut que les enquêteurs soient sur le terrain. Et il y a un délai pour prélever les indices. Aujourd'hui, après 5 ans, il n'y a plus d'indices sur le terrain. Beaucoup de témoins sont en train de mourir. Et puis, en 2017, il n'y aura pas d'enquête de la CPI sur le Mali. Le budget 2017 de la CPI ne couvrira pas le Mali. Donc, durant toute cette année 2017, aucun enquêteur de la CPI ne viendra au Mali. Les enquêteurs maliens n'ont pas les moyens sécuritaires d'aller sur le terrain. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'enquête. Et je suis même convaincu qu'il n'y aura rien. Parce que ceux qui ont commis ces crimes, certains ont revendiqué, ils sont connus.
ils sont dans le processus de paix. Et au nom de cet arrangement... Vous parlez de qui Mais l'offensive a été lancée par des groupes armés qui ont revendiqué une indépendance. Nommément qui? Par exemple, le MNLA. Non, mais à ce niveau, voilà. Ils ont attaqué Aguel Hok. Il y a un problème qui est là. Moi, j'ai une vidéo là où Omar Amaha, le barbu, disait que l'attaque, c'est lui qui l'a menée. Il a affirmé dans la vidéo que lui, avant qu'il n'attaque, d'abord, je voudrais vraiment saluer la détermination, la bravoure du capitaine et de ses hommes. Parce qu'il dit qu'il leur a envoyé un émissaire pour dire que lui, ce n'est pas une revendication territorialiste, ce n'est pas une revendication séparatiste ou indépendantiste, mais que c'est pour l'application de la Sharia et qu'il demande au capitaine de se rendre. Il dit niet, il ne va pas se rendre, il va se battre. Et il s'est battu avec la dernière munition. Et il dit quand ils ont fini avec les munitions, ils ont eu des combats de corps à corps. C'est Omar Amaha qui dit dans la vidéo. Et il dit que c'est à la fin de cela que le capitaine et ses hommes ont été tués, mais que lui, il ne les a pas égorgés. Et il va encore plus loin dans la vidéo que c'est quelqu'un d'autre qui est venu utiliser les mercurochrome, les bétadines pour dire qu'ils ont été égorgés. Point d'interrogation. Je ne veux pas polémiquer là-dessus. Mais à ce niveau, je pense que il y en a aussi qui ont voulu profiter de ce crime-là pour revendiquer la paternité de l'acte, à mon avis. Mais je pense que c'était irresponsable et imprudent à l'époque d'endosser une telle leçon si on n'est pas auteur. Donc, il était bon que l'enquête puisse se produire. Malheureusement, enquête difficile parce que les sources disent que Oumar Oultsanda serait décédé justement. C'est là où ça devient encore plus compliqué. Maintenant, est-ce le MNLA qui a revendiqué, parce qu'à l'époque, il faut le reconnaître. Comme Guindo l'a dit, il faudrait aussi souligner quelque chose. On a eu un débat au cours d'Aspen. Ilad Ag Mohamed, un des porte-parole du MNLA, l'a dit. Certains éléments du MNLA l'ont revendiqué et il dit qu'il serait prêt à mettre à disposition ces éléments-là, puisque ces éléments-là n'avaient aucune on va dire, légitimité pour le faire, puisque le MNLA n'a pas commis ces actes-là. Mais c'est ce qui est imprudent, ce qui a été imprudent de la part du ministre des Affaires étrangères à l'époque, Alain Juppé. Il disait, celui qui parlait de succès militaire du MNLA après ces événements-là. Donc, quelque part, c'est comme s'il attribuait l'attaque au MNLA, mais sur le terrain, Omar a revendiqué. Maintenant, c'est à voir qui est réellement l'auteur de cette attaque qui a fait que vraiment, c'est des fils du Mali qui ont donner vraiment leur sang pour le Mali, qui sont malheureusement morts. Et aujourd'hui, moi je pense que ce que la CPI dit, c'est vrai, les indices ne sont pas là, mais aujourd'hui, puisque on a des amis, des Français qui sont là, qui ont accès à certaines zones, malheureusement que nous n'avons pas accès, pourquoi ne pas donner cette opportunité-là, ne serait-ce qu'aux enquêteurs d'être sur le terrain? C'est vrai, 5 ans c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'années, mais je pense qu'on ne doit pas perdre espoir. Il faudrait aller au bout de cette enquête-là pour savoir réellement ce qui s'est passé, pour que ne serait-ce que pour la mémoire de ces militaires-là qui sont morts. Rapidement sur la question de Aguel Hok, tu sais, la FIA, même les partenaires européens qui sont là, qui peuvent nous aider, moi je me pose la question si en réalité ils sont sincères. Parce qu'à la CPI, qu'est-ce que Fatou Bensouda nous a dit? Dans le verdict de Al-Faki, il y a eu un deal entre Al-Faki et la CPI. C'est-à-dire Al-Faki a accepté de parler sous couvert d'anonymat sur les responsables des crimes d'Aguel Hok. Donc il a donné des informations à la CPI et en contrepartie, il a eu une peine arrangée. Donc pour revenir en bas, donc l'enquête avance finalement. Hein? Donc si ils sont sincères et les personnes qui ont revendiqué sont connues, au moins même s'ils ne sont pas coupables, ils sont présumés coupables, on peut au moins les arrêter et montrer que c'est un signe, voilà, de leur déclaration. Sur la base de ces éléments-là, les interpeller, peut-être qu'en faisant pression sur eux, ça va aboutir. Parce que ce qui est encore grave, ce qui est encore dramatique, c'est le fait de se dire que bon, voilà, c'est fait il y a des années de cela, l'enquête ne pourra pas. C'est très 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 dangereux, surtout pour les familles. On a vu, beaucoup d'enquêtes sont en cours au Mali, on ne voit pas de résultats, les gens s'en plaignent énormément également. Effectivement, même le cas de nos confrères de RFI, mais récemment on parle de vengeance. On a vu cette fameuse vidéo sur France 2 hier d'ailleurs qui en parlait. Mbaye Coulibaly, est-ce que justement il faut au nom de la paix
aller vers une certaine amnistie, non seulement de ce crime d'Aguelok, mais aussi d'autres crimes. Il faut reconnaître aussi que l'armée malienne a sa part de responsabilité dans certaines localités où il y aurait eu des crimes. Est-ce qu'il faut parler d'amnistie, que tout le monde se pardonne et qu'on puisse enfin avancer? Je pense qu'il y a la réconciliation. Il y a la réconciliation, il y a le dialogue, mais des crimes qui ont été commis volontairement et médités, vraiment c'est du tort à des gens. Donc la réconciliation ne peut pas se faire sans la justice. Il faut que la justice soit rendue à ces gens-là. Donc oui. Est-ce qu'il faut juger un capitaine ou un général Sanogo alors que les coupables de Aguelok, survenus bien avant, courent encore? Bon, Sanogo, je ne sais pas, mais s'il se trouvait qu'il est auteur, mais il faut qu'il soit jugé. La justice, on ne peut pas faire la paix sans la justice. Si on le fait, bien sûr. Donc il faut vraiment aller à ça et que tous ceux qui sont reconnus coupables, qu'ils soient traduits dans je crois que c'est en ce moment aussi qu'on fera la paix. Sinon, comme c'est là, ça crée des frustrations et c'est ça justement qui crée les tensions sociales. Abdoulaye Guindo du Par rapport à cette question, moi j'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que c'est clair dans l'accord qu'il faut punir les crimes les plus graves au nom de la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle crime grave? Ce n'est pas détaillé. Alors, les juristes nous disent d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir de prescription sur ce crime d'Aguelok, ainsi que d'autres d'ailleurs. C'est ça au fait, voilà. Donc les parties prenantes à l'accord reconnaissent qu'il faut punir ceux qui ont commis les crimes graves. Mais dans l'accord, on ne dit pas quels sont ces crimes. Maintenant, la difficulté, c'est que l'accord n'est même pas en train d'être appliqué. C'est-à-dire, comme Mbaye l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Sous la pression des groupes armés, l'État malien a été obligé de les libérer. Or, pourtant, certains devaient être gardés en devers les enquêteurs pour savoir jusqu'à où ils sont impliqués dans les crimes d'Aguelok. Donc, ces arrangements politiques rendent un peu difficile la distribution de la justice au Mali. Ils ont été libérés, mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas être poursuivis par la suite. Les choses sont claires. Ils ont été, le terme juridique m'échappe, mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas être interpellés au cas où leur responsabilité serait située. Est-ce qu'on va les retrouver? On les avait sous la main, on les a relâchés. Est-ce qu'on va les retrouver après? Là, c'est une autre paire de manches. Alors, est-ce que la commission Vérité, Justice, Réconciliation peut faire la lumière sur le dossier d'Aguelok, quand on sait qu'elle a pour mandat de faire la lumière sur les crimes ou sur mettre à nu la vérité de 1960 à maintenant? Est-ce qu'ils pourront éventuellement travailler sur le cas? Ça va demander de gros efforts, de très très gros efforts. Et aujourd'hui, est-ce que cette commission-là est en mesure d'avoir tous les atouts qu'il faut? Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Et puis même là, à ce niveau, je pense qu'il y a une certaine incompatibilité entre les structures. Parce qu'on parle de 1970 jusqu'à aujourd'hui, mais quand on regarde la conférence d'entente là où tous les espoirs semblent porter sur ça, on parle des événements depuis 2012. C'est là où je me dis que peut-être qu'il y a une certaine incohérence entre les actions. Mais la conférence d'entente nationale Mbaye Coulibaly, à ce que je sache, est totalement différente de cette commission Vérité, Justice, Réconciliation. Mais l'objectif final, c'est d'aller à la paix, à la réconciliation nationale. Quand on regarde l'esprit des deux structures, c'est cela. Mais pourquoi vouloir enquêter à partir de 1960 concernant la commission et au niveau de la conférence d'entente? Parce que c'est que le président disait l'autre jour, Baba Akib, le président de la commission d'organisation à la télé, que tous les événements depuis la crise de 2000 jusqu'à maintenant. Donc je me dis que pourquoi faire cette sélection entre les événements du moment où il s'agit d'une même crise que le pays a connue depuis 1963. Très rapidement, par rapport à la commission Vérité, j'ai vu un peu l'inquiétude d'Mbaye. Effectivement, il y a une mauvaise interprétation sur les missions. Je pense qu'ils n'ont pas de mission judiciaire. Ils ont le rôle seulement de recevoir les plaintes. Non, on a dit commission Vérité, Réconciliation, Justice, ensuite au fait, face à cette... Voilà, non, face à cette mauvaise interprétation, pas plus tard que lundi, il y a un commissaire de la CVGR qui a apporté cette précision. Ils n'ont pas un mandat judiciaire. Ils reçoivent d'abord les plaintes et ensuite ils feront un rapport qu'ils vont transmettre au gouvernement. C'est au gouvernement de voir qui ira maintenant enquêter sur les plaintes qu'ils ont reçues.
Maintenant, dans leur mission, il y a cette réconciliation, effectivement. Ils veulent aller vers la justice transitionnelle où, moi, je porte plainte contre Mbaye, mais on peut régler le problème. Ça qui est un procès. C'est la question, Mbaye. Est-ce qu'il ne faut pas aller justement vers une justice transitionnelle qui va se substituer quelque peu à la justice classique et on pourra avancer. Si ça marche bien, ça a marché au Rwanda avec les Gachacha. C'est bien. Voilà, on a vu le cas du Rwanda, effectivement. On a vu le cas de l'Afrique du Sud également. Ça a vraiment marché. Il y a eu vraiment des condamnations. Et vraiment, ça a permis quand même d'apaiser. Si ça marche, c'est bien, mais qu'on mette les moyens pour que ça marche, parce que c'est ça aussi. Merci. Quelques secondes de pause. Nous reviendrons parler de l'élimination du Mali dans la Coupe d'Afrique Gabon 2017. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les Aigles du Mali sont éliminés. L'opération de sauvetage a échoué face à l'Ouganda. Le Mali concède un nul 1-1 et nos jeunes rentrent à la maison. Alors, M. Guindo, du procès verbal, les Aigles sont éliminés. Selon certains professionnels du sport, ils qualifient ce parcours de plus mauvais de l'équipe nationale. Bon, je ne connais pas tout le parcours des Aigles de 1960 à maintenant, mais je sais qu'on a fait 2 matchs nuls, une défaite. On a encaissé 2 buts. On en a marqué 1. Je pense que le fait même de sortir au premier tour, vu tous les moyens que la fédération met, je pense que c'est un mauvais résultat. Et dans le groupe, il était possible pour le Mali de sortir. Quand on prend une équipe comme l'Égypte, qui est vrai qui a remporté 3 trophées de suite et qui a fait plus de 2-3 CAN sans qualification, le Mali pouvait sortir de cette poule, même si... Et le Mali qui a dominé. Voilà, même le match contre le Ghana. Le match contre le Ghana, largement dominé le Ghana. C'est un match qu'on ne devait pas perdre. Maintenant, je ne suis pas entraîneur. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe malienne? Pour moi, je pense que c'est l'entraîneur qui a manqué de courage dans le choix des hommes. On a vu un premier match où des joueurs ont été défaillants. Il fallait avoir le courage de pouvoir remplacer ces joueurs-là, mais il a aligné presque la même équipe contre le Ghana. C'est après qu'il s'est rendu compte qu'il fallait changer et on a vu que ça s'est bien passé contre l'Ouganda. Donc l'équipe qui a commencé avec l'Ouganda, si cette équipe avait commencé les 2 premiers matchs, peut-être qu'on serait au second tour. L'Amphia Sinaba, on a vu un ministère des Sports et la FEMAFOOT qui étaient au four et au moulin, qui ont accédé à toutes les demandes du staff technique et également des joueurs. Les primes ont été payées, tout était OK. Alors, où est-ce qu'il faut situer les responsabilités? Pour une fois que la fédération et le ministère ont tout fait, bon, on n'a pas de résultat. J'ai échangé avec des confrères, des journalistes sportifs, et là, je reviens à Guindo. S'il y a eu une erreur de coaching, à mon avis, et le président, quand je suis le président de la fédération lui-même, il dit qu'ils vont tirer les conséquences à leur niveau à la fédération. Une erreur de coaching, c'est-à-dire que l'entraîneur n'était pas bon? Ça, c'est ce que certains confrères m'ont dit, mais le président lui-même, il a fait son mea culpa et Giresse lui-même a fait son mea culpa. Maintenant, est-ce qu'on doit se limiter toujours à faire les mea culpa? Non, mais comme Ibrahim Zikoulibaly l'a rappelé en émission au studio Tamani, c'est le 2e passage de Giresse, le premier passage à donner des résultats pourtant. Oui, mais pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché? C'est la question qu'on vous pose. Parce que, à mon avis, cette fois-ci, il n'était pas à la hauteur, qu'il se remette en cause, ou bien tout simplement qu'on le remercie. Ce n'est pas une question de, comme on le dit, à la côté. On lui paye pour le résultat. Si le résultat n'est pas là, vraiment qu'on cherche un autre entraîneur. Parce que ça fait très mal. Et moi, je ne suis pas passionné de football, mais je connais des gens, pour le football, ils sont prêts à tout. Et un entraîneur malien cette fois-ci, peut-être? Bon, je n'irai pas jusqu'à... Je ne veux pas entrer dans les considérations féministes, mais je pense qu'on a des entraîneurs maliens qui sont aujourd'hui, les jeunes le monsieur qui a amené nos joueurs à Chilimbaïba, ou encore Djibril Dramé. Pourquoi? Peut-être on a ce complexe aussi, le fait qu'on a des joueurs qui évoluent dans les championnats au niveau européen et peut-être on a ce complexe-là de les confier à une sélection nationale. Pourquoi pas tenter l'expérience? Parce que moi, je me demande, ça ne sert à rien de payer tous ces millions à ces entraîneurs étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, bien au contraire. Mais l'objectif, c'est le résultat. Donc, qu'il soit entraîneur blanc ou noir, que le résultat soit là.
Mbaye Coulibaly par rapport et on a eu le aides, complexe. Moi, je pense que contre l'Égypte, on était en mesure de gagner. Peut-être qu'il y a ce complexe-là dans le temps. L'Égypte, c'était vraiment une grande équipe. Ce n'est pas la même Égypte qu'on a connue cette fois-ci. Justement, les pharaons, je pense que ce match n'était pas hors de portée. Les pharaons qui ont toujours eu un coach égyptien, et cette fois-ci qui partent avec un coach étranger, un expatrié également. Alors, Mbaye Coulibaly, pourquoi nous, au Mali, on n'arrive pas à privilégier justement nos coachs? Tous les résultats qu'on a obtenus ont été obtenus par des entraîneurs locaux, le Mali, les cadets vice-champions du monde, les juniors champions d'Afrique pour la première fois. Alors, c'était les coachs maliens. Pourquoi cette sélection nationale ne peut pas être gérée par un coach malien? Bon, ça, moi, je suis pas tellement football, mais c'est que de mon analyse, on a eu toujours des problèmes avec l'équipe A. Vous savez, le Malien, il aime le football. Vraiment, c'est une passion pour nous. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est l'équipe. Quand je parle de l'équipe, ce n'est pas l'équipe qui est sur le terrain seulement. C'est aussi le staff. Parce que quand vous regardez, surtout cette année, la crise qui a secoué la Fédération malienne de football. Mais les plus jeunes ont eu des résultats avec cette crise. Ils étaient en dehors de ça. Quand cette crise battait son plein, ils étaient en dehors de cette crise-là. Parce que l'équipe senior, même la sélection, même les joueurs à l'étranger, la sélection des joueurs à l'étranger, c'est des affaires. L'entraîneur, c'est des affaires. Donc ça veut dire qu'il y a énormément un problème ici. Donc nous aimons le football, mais nous ne créons pas une équipe autour du football. C'est pourquoi, quand vous prenez les individualités, on a beaucoup d'individualités dans les clubs à l'extérieur, mais quand ils les amènent, ça revient à zéro. Moi, il y a quelqu'un qui m'a intrigué, il m'a dit, mais le Mali, à chaque fois que vous avez des individualités, mais à chaque fois qu'on met ces individualités ensemble, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème d'équipe qui se pose. Il y a une confidence qui m'a été faite. L'entraîneur Giresse ne savait pas avec quelle équipe, à quelques mois ou à quelques semaines de la compétition, avec quelle équipe il allait évoluer. Et là, c'est pas bon. Mais il a fait sa sélection quand même en tant que coach. Oui, mais dire que voilà, c'est ces éléments-là qu'ils avaient alignés sur le terrain, à l'absence de tel ou tel élément, il n'avait pas cette équipe. Là où la FIA a raison, le président de la fédération l'a dit à peine voilé. Quand il dit que c'est nous qui proposons la liste à l'entraîneur et lui valide. Mais est-ce que la fédération doit faire une liste de... Donc ça veut dire que peut-être Giresse, ce que la FIA dit est vrai. Le Giresse ne savait pas avec quelle équipe partir à un mois de la compétition. Quand le président de la fédération même reconnaît devant la presse que c'est eux qui feront une short list. Alors 2019, comment voyez-vous les Aigles en 2019, Guino? Est-ce que si cette équipe se soude encore, on ne pourra pas avoir de meilleurs résultats en 2019? Non, 2019 c'est encore loin. C'est-à-dire il faut voir d'abord qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cet échec et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir arriver à 2019. C'est ça d'abord. Ne nous dépensons pas en 2019. Pensons à demain. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui continuent là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se qualifier? Moi, je pense que si le potentiel est là parmi ces joueurs-là. Il suffit seulement de savoir de trouver la manière de bien manager, à mon avis. C'est ce qui Alors, Lamphia, si vous le permettez, on va parler d'un dernier thème, les déguerpis de Malitel, la vague de déguerpissement de Aminkan qui continue. Les gens ont été chassés de devant Malitel. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait d'ailleurs ce mouvement qui devait se réunir ce matin avec Raspatch et les déguerpis soutenus par certains déjà. C'est un sujet en réalité... Finalement, ce n'était pas pour que pour le sommet. Justement, c'est une manière de prouver qu'on m'a critiqué pour dire que voilà, j'ai fait déguerpir les gens. J'ai fait casser les kiosques des gens pour le sommet. Maintenant, le sommet est passé et je continue. Mais maintenant, moi, j'ai un autre souci. Que ça soit sommet. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut évacuer les voies publiques? Il faudrait en ce moment trouver l'alternative. L'alternative, c'est quoi? Si on les fait déplacer de Malitelida, comme on le dit, trouver un endroit pour cela. Parce qu'il faut reconnaître que c'est aussi des chefs de famille. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces gens-là. Ibeka, il est venu, les Maliens l'ont élu, c'est pour le bien-être du Malien.
le problème d'emploi. Maintenant, au lieu de créer des emplois, si on est là aussi à faire disparaître des emplois quelque part, c'est le citoyen lambda qui réfléchit comme ça. Est-ce que quelque part, ça interpelle les consciences, surtout les consciences des décideurs? Mbaye Coulibaly sur la question. Bon, moi je pense que c'est une dynamique qui doit continuer, hein, parce que en fait c'est une situation qu'on a laissé perdurer. Je pense qu'une route est faite pour circuler et non pas pour être occupée par Mais comme l'Amphia l'a dit, est-ce qu'il ne faut pas justement prévoir des espaces mais bien sûr, reloger ces espaces sont là. Ces espaces-là. En fait, on est dans un pays où culturellement on pense que c'est sur la route qu'il faut vendre. Quand vous prenez par exemple toutes les villes, non, je le dis pas, mais je me dis qu'il faut assainir. Il faut assainir l'environnement. Oui. Quand vous êtes dans un environnement, il faut l'assainir, il faut respecter quand même les règles aussi. Imaginez ça, tous ces accidents qui se passent sur la route. C'est des vies. Imaginez-vous au marché de Médine, chaque année, c'est un camion qui vient marcher sur les gens. C'est quand même déplorable. On ne peut pas laisser des gens comme cela. C'est leur vie. Et l'État a le droit, l'État a le rôle de les protéger. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, on doit trouver des alternatives. Et il y a des alternatives. Quelles sont les alternatives? Il y a le hall de Bamako qui est là, qui est pratiquement inhabité. Il y a beaucoup d'autres espaces qui ont été. Mais seulement les gens ont cette habitude de croire que quand tu n'es pas sur la route, on ne voit pas ta marchandise. Alors que quand moi j'ai besoin d'une marchandise, je me déplace pour aller chercher la marchandise. On n'a pas besoin de venir mettre ça dans mes yeux. En fait, par rapport spécifiquement à Raïda, moi j'ai discuté avec les quelques victimes. Au fait, ils ne s'étaient pas opposés à ce qu'ils quittent. Mais apparemment, il y a eu un déficit de communication parce qu'ils auraient reçu un avertissement qui n'était pas daté. Donc quand ils se sont plaints, ils ont retiré l'avertissement. Ils étaient dans l'attente d'un autre avertissement qui n'est pas venu par surprise. Et ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut aller démolir des magasins à 3h, 4h du matin? On peut venir à 8h, l'État a les moyens de boucler le secteur, empêcher les gens de rentrer. On peut venir à 3h du matin, installer le dispositif comme ils l'ont fait. Mais est-ce que stratégiquement, ce n'était pas plus facile de le faire non, à cette heure-ci là pour éviter tout... Non, c'est-à-dire on peut venir s'installer. Non, les forces de l'ordre peuvent venir à 3h, 4h du matin, mais créer une ceinture de sécurité, boucler le secteur pour empêcher et maintenant commencer le travail à 8h. Mais quand vous venez à 4h du matin, qu'est-ce qui prouve que les marchandises parties sont dans la fourrière? Peut-être que ces gens on parle de l'État là, hein? On parle de l'État qui a une responsabilité morale. 120 ou 126 millions, c'est beaucoup. L'État, bon. L'Amphia Sinaba, quand on circule parfois à Bamako, c'est quand même très difficile sur certaines artères avec les vendeurs qui bloquent. Mais est-ce que à ce moment-là, il ne faut pas prendre des mesures? Est-ce qu'il ne faut pas mieux communiquer pour que les Maliens comprennent et sachent que c'est aussi pour leur propre bien? C'est ça, c'est un déficit de communication. C'est un rôle d'éducation, un rôle qui revient beaucoup plus à nous les médias. C'est vrai, chacun doit jouer sa partition, mais à mon avis, la communication doit jouer un rôle central. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On pense que la force suffit. Et c'est ce qui est le contraire. Peut-être s'il y avait eu la méthode, ces gens-là allaient accepter. Alors moi j'ai vu l'autorisation temporaire que la maire délivre à ces commerçants-là. Il est écrit noir sur blanc que c'est une autorisation temporaire, que vous pouvez être dégagé sans préavis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On a vu des gens qui ont des autorisations à durée bien précise, bien déterminée. Et c'est des individus qui sont installés dans ces conditions-là et on vient les faire déguerpir, on vient casser leur matériel. Quelque part, ça ne va pas. Non, monsieur, les gens n'ont pas refusé de partir. C'est qu'il n'y a pas eu de communication, c'est tout. Sinon, on a vu qu'il n'y a pas eu trop d'accrochage dans l'opération déguerpissement. Quand les gens reçoivent des avertissements avant la date limite, ils quittent. Alors, quelles sont les alternatives pour les déguerpir aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent avoir un recours en justice ou quelque chose de ce genre pour faire valoir ce que de droit? Ça aboutit pour certains. Ça aboutit pour certains. Baï, rapidement, en 30 secondes. C'est l'État. Bon, des recours, bien sûr qu'il y en aura, mais c'est vraiment l'État.
Donc, est-ce qu'on peut poursuivre l'État pour ça? Mais bien sûr, j'ai eu cas d'une poursuite là où l'intéressé a gagné et l'État va le remettre dans ses droits. Je ne sais pas si le processus a commencé. Merci, maintenant, monsieur. si on savait qu'on allait le mettre dans ses droits, pourquoi avoir cassé comme ça? Le gouverneur sait prévoir. À mon avis, la méthode et prévoir, ça s'est trompé. Merci Lamfia Sinava de l'Éveil Hebdo. Mbaye Koulibaly, merci beaucoup. Abdoulaye Guindo, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde par Gagny Kanté. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bon week-end. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.